Paul Klee, artist, said that drawing is like taking a line for a walk. Dessiner, c'est comme amener une ligne en balade. C'est comme la vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes noires qui sont tout aussi saisissantes et inspirantes les unes les autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une jeune femme afro-américaine, Tamara. Hello Tamara. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, merci de m'accueillir. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté, ça me fait vraiment plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Je suis Tamara Liot-Bakar-Walcott Singh. Je porte les noms de tous mes parents. Et c'est important de le dire parce que Outre-mer, voilà, ça fait partie de l'histoire de gens qui ne connaissent pas peut-être leur nom. Et donc, du coup, on cherche à les accumuler. Je vais dire ça comme ça, malgré la vie. Donc, je suis binationale, multi-ethnique, polyglotte, third culture kid, comme on dit, dans la mesure où je suis passée par plusieurs cultures, plusieurs bagages. D'accord. Et du coup, pour en revenir justement, parce que tu veux parler justement de ta famille, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton enfance? Quelle petite fille tu étais quand tu étais enfant? Alors, enfant. Enfance dorée, hein? Non, c'est pas vrai. Comme on dit en anglais, back home, I was a hot mess. Non, pas moi, mais les conditions. Voilà, mon père qui avait quitté son pays, afro-américain, afro-amérindien qui a quitté son pays à 19 ans parce que c'était une situation compliquée. Il a eu cette chance de partir en Europe. Ma mère, pareil, elle est venue de l'Amérique du Sud. En Europe, c'est là où ils se sont rencontrés. Donc moi, je suis un brown baby. C'est-à-dire, je suis née en Allemagne d'un noir américain et de quelqu'un qui était aussi également en Europe. Et de là, une enfance faite d'errance, beaucoup d'errance, parce qu'on a beaucoup voyagé. J'ai un frère qui est né en Italie, un autre frère qui est né en Amérique du Sud. On a vécu aux États-Unis, voilà. Donc, et je pense que ça n'a rien de très atypique pour quelqu'un qui vient du Nouveau Monde. Nous sommes des hybrides, tous. Donc on peut se reposer sur cette histoire qui est très riche. D'accord. Et donc tu as grandi aux États-Unis et tu exerces actuellement en tant qu'art thérapeute. L'art thérapie, en fait, c'est quelque chose qui est assez démocratisé aux États-Unis. Vu les échanges qu'on a eus et tu m'as vraiment expliqué comment ça se passait là-bas, et ça se démocratise en fait peu à peu ici en France. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer en fait en quoi consiste l'art thérapie, ce que c'est et quelles sont les fonctions en fait que tu exerces justement? Alors, je suis orthothérapeute au départ. Bon, pas au départ, mais avant d'être art thérapeute, j'étais orthothérapeute. Et j'exerçais aux États-Unis. C'est une pratique qui repose sur la nature, donc le rapport de l'être humain à la nature pour amener des bienfaits. Dans une situation clinique, c'est-à-dire à l'hôpital, ça veut dire qu'on traduisait les objectifs cliniques pour les patients, que ce soit des neurolésés ou des personnes en cardiologie, et on a amené des activités à travers la nature. En France, quand je disais orthithérapie aux personnes que je pouvais croiser, on me regardait avec les grands yeux en me disant « mais vous allez nous faire boire quelque chose à base d'ortie ». Et là, je me suis dit, oh là là, comme tous les migrants qui ont quand même déjà un bagage académique et une profession, je me suis dit, bon, il va falloir que je retourne à l'école pour trouver quelque chose qui soit à peu près similaire. Et c'est aussi histoire de se créer des alliances, parce qu'on ne peut pas exercer tout seul. On a besoin de pairs, on a besoin d'un cadre. Donc, je suis devenue art thérapeute. J'ai exercé à Antony, j'ai exercé à l'hôpital Sainte-Anne. Et par la suite, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, il faut faire connaître ces démarches-là, qui sont des démarches à travers la nature. Et donc, du coup, j'ai cofondé une association qui fait exactement ça, qui œuvre dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'exerce, oui, en tant qu'art thérapeute, orthothérapeute. Les deux, c'est important parce que je suis quelqu'un qui est plasticienne et j'utilise ou je fais venir les éléments de la nature, je
je les invite et j'invite les personnes que j'accompagne à aller vers la nature. D'accord, donc tu incites vraiment les personnes à aller vers la nature, mais du coup, l'art-thérapie, est-ce que tu pourrais vraiment nous expliquer en quoi ça consiste en fait pour des personnes lambda qui ne connaissent vraiment Bien sûr. pas? Est-ce que ça se traduit par le dessin? Est-ce que ça se traduit par la peinture, puisque tu as dit que tu étais plasticienne? Quels sont les supports en fait que tu proposes aux personnes qui viennent te consulter? Alors, l'art-thérapie, c'est un petit peu comme une psychothérapie non verbale. Mhm. Euh, C'est-à-dire qu'on ne se repose pas sur la parole, même s'il peut y avoir verbalisation. Euh, le fait de travailler avec des objets plastiques et d'y aller par le processus de création permet de détourner, certains diraient même de ruser avec nos problématiques. Quand on passe par la parole, dont nous sommes éminemment tous des espèces d'experts, parce qu'on parle depuis la naissance, ou Mhm. quasiment pour certains, depuis qu'on est tout petit, parfois on se cache derrière la parole aussi. Et donc du coup, Beaucoup. passer par une médiation autre, ça permet d'avoir accès à des choses qui sont peut-être très enfouies et qui ne vont que surgir parce qu'il va y avoir un rapport à la matière, parce qu'il va y avoir un mouvement, parce qu'on va toucher quelque chose qui va nous ramener sur autre chose. Mais il y a aussi tout simplement en fait, le fait de se mettre en jeu ou au jeu, parce que créer, c'est jouer. C'est aussi se permettre d'ouvrir des espaces dont nous avons tous besoin intimement, donc des espaces avec soi-même. D'accord, donc c'est une façon en fait d'aider les gens justement à s'exprimer parce que c'est vrai que souvent on utilise le langage verbal mais on a aussi, étant humain, on a souvent tendance à somatiser, on en parlera certainement au cours du podcast, c'est vrai qu'on a tendance des fois à somatiser des émotions et à ne pas du coup savoir les verbaliser et du coup pour avoir fait de l'art-thérapie, c'est vrai que j'ai également vu également qu'avec le dessin ou d'autres formes d'art en fait on peut plus facilement extérioriser en fait ce qu'on ressent. Alors tout à fait. Alors il y a évidemment les arts plastiques, ça peut être le dessin, la peinture, le modelage. Dans mon cas, c'est beaucoup le modelage, l'assemblage avec des éléments de la nature, ou le fait de faire des choses in situ, c'est-à-dire dehors, Mhm. dans la nature. Et quand je dis nature, bien sûr la nature parisienne. Je suis basée à Paris. Et il est important de rappeler aux personnes que la nature, elle est vraiment partout. Il n'y a pas besoin de partir tous les 6 semaines en haute montagne. Euh, ou d'avoir un jardin privé chez soi, Mhm. qui sont quand même aussi des notions compliquées pour des personnes qui n'ont peut-être pas accès à ces moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivons aussi dans des sociétés qui sont traversées par des effets de pouvoir socio-économiques. Tout Et à donc, fait. du coup, ça veut dire que pour certaines personnes, avoir accès à la nature, il faut commencer là, juste en bas de chez soi. Mhm. Et donc, du coup, l'art-thérapie que je pratique, c'est faire appel à tout ça et mettre les personnes en mouvement à travers le fait de créer. D'accord. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, pour en revenir justement à ton métier d'art thérapeute, la fonction d'art thérapie, elle peut parfois, je pense, être confondue avec la fonction de psychiatre, Mm. psychologue par les personnes qui ne sont pas du métier parce que ce sont des pratiques, en fait, des domaines qui touchent au mental. Et du coup, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des procédés, par exemple, auxquels tu as recours, que les psychologues ou les psychiatres n'utilisent pas? Qu'est-ce que en fait l'art thérapeute analyse que le psychologue ou le psychiatre n'analyse pas et inversement du coup? Alors, déjà, je dirais que nous sommes complémentaires et pas Mhm. alternatifs. J'insiste là-dessus parce que nous pouvons travailler ensemble. Mhm. Donc, un psychiatre, c'est un médecin qui a prolongé ses études par une spécialisation en santé mentale, voilà, en troubles psychiatriques. Donc, il va pouvoir comment dire, proposer un traitement médicamenteux. Mhm. Et là, on est sur les terrains où il y a vraiment des difficultés très, très, très lourdes. Un psychologue, c'est quelqu'un qui est passé par la faculté, qui a peut-être ou pas un bagage clinique. Il a surtout un superbe bagage général, théorique. Pas forcément les outils pour faire de la thérapie. Ça exige également une spécialisation
en plus. Et dans ces cas-là, on va voir des psychologues qui sont psychologues cliniciens ou psychologues psychothérapeutes. Ce sont également des spécialisations. Les art-thérapeutes, alors après, il y a aussi les psychanalystes, parce que souvent on pose la question, mais l'analyste, alors les psychanalystes passent par des écoles qui ne sont pas des facs ou des académies reconnues par l'État forcément. Et surtout, ce qui les caractérise, c'est le fait d'avoir passé eux-mêmes par une analyse très très longue, une analyse, c'est-à-dire l'analyse des rêves, par exemple, l'analyse des lapsus, des choses comme ça, à travers la parole, sur le divan, comme on dit. Et parfois, ce sont des cures qui durent très 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 longtemps avant de devenir eux-mêmes analystes. Ce qui n'empêche pas de connaître le bagage théorique freudien, lacanien, voilà, et tout ça. Et donc, il y a plusieurs... Alors, et dans ces familles-là, il y a évidemment plusieurs postures possibles, théoriques. En France, on est encore dans l'emprise... Il y a l'emprise de psychodynamique qui est très, très fort encore, au point où... on parle parfois d'autisme encore sous une forme un petit peu compliquée, alors qu'aux États-Unis, on en est déjà à se dire mais c'est quand même un problème neuroatypique qui a à voir avec le développement du cerveau et que ça n'a rien à voir avec la mère ou la mauvaise mère, par exemple. J'exagère évidemment un petit peu, mais donc il y a plusieurs courants possibles en plus du fait d'être soit psychiatre et médecin, psychologue clinicien, psychothérapeute, art-thérapeute. En France, ce n'est pas reconnu. Aux États-Unis, c'est reconnu. Orthithérapie, pareil. Ça fait partie des possibilités de prise en soin, je dirais, des personnes. Et aux États-Unis, j'avais l'habitude de travailler en équipe. Donc, il y avait le chirurgien en chef en neuro-réhabilitation qui était dans les réunions de synthèse, comme il y avait le musicothérapeute ou les infirmières. Voilà. Donc, il y avait vraiment tout le monde. Et c'était important de pouvoir proposer des choses diverses selon les personnes également, très diverses, qui avaient les problématiques qu'ils avaient. Alors, l'art-thérapie en France n'est pas reconnue. On travaille dessus. Il y a des personnes qui travaillent dessus pour une reconnaissance, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas exercé. On trouve des art-thérapeutes un peu partout maintenant. Et les orthithérapeutes, ça va venir. Ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment avec toi que j'ai découvert ce terme, parce que c'est vrai que moi également, quand j'ai entendu orthithérapeute, je me dis, j'ai tout de suite pensé aux orties aussi. Ça, je dois reconnaître, je me suis dit, mais ça, c'est quelle science encore qu'ils ont encore créée? Je me suis dit, mais... Une sorcière, oh là là, encore une sorcière va nous faire boire des trucs bizarres. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit encore se démocratiser, vu qu'aux États-Unis, bon, ça part toujours des États-Unis, je pense que petit à petit, ça va arriver ici, et je pense que les gens découvriront. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ce sont des pratiques qui existent, qui sont anciennes en fait. Alors ce qui change, c'est qu'il y a une professionnalisation. Bien sûr, les Égyptiens, ils utilisaient les jardins, entre guillemets, comme un lieu de repos, de bien-être. C'est pas l'art. Tous les peuples du monde, ils ont pu passer par l'art pour un tas de choses. Ce qui ne veut pas dire forcément en soi. L'art ne guérit pas en soi. Ce qui fait que parler d'art-thérapie, on parle vraiment d'une profession en fait. C'est ça qui fait la différence entre aller faire un peu de coloriage et d'aller voir un art-thérapeute. Faire un peu de coloriage, puis ça peut faire du bien, ça va peut-être détendre, mais ce n'est pas forcément mettre la personne sur le chemin d'un changement. D'une guérison, d'une thérapie, à proprement parler. Thérapie, ça veut dire ça, c'est ça aussi. C'est cette idée de se lancer, d'accompagner le changement. Et du coup, pour en revenir justement au peuple, parce que tu as mentionné justement le fait que... il y a pas mal de praticiens et qui sont amenés justement à rencontrer des cas de figure différents en fonction notamment des populations, des personnes diverses qui font appel à eux. J'ai constaté une chose, c'est que le peuple noir, c'est un peuple qui a en son sein en fait l'art, et ce dès la naissance en fait. Le processus de création, les danses, la musique, le théâtre, la comédie, c'est des choses qui font partie intégrante de nos vies en fait. On vit avec, on meurt avec, on est avec. Et du coup, je me demande en fait si c'est pas en fait une forme d'art-thérapie en fait que le peuple noir exerce depuis des siècles et des siècles. Parfois même ça constitue même une sorte d'exutoire en fait, si je peux dire ça. Est-ce que ça constitue pas une forme d'art-thérapie en fait qu'ils pratiquent sans pour autant mettre le mot art-thérapie dessus? Alors encore une fois, c'est des pratiques qui font du bien. Qui peuvent parler, qui peuvent aider à faire sens dans un monde chaotique, par exemple. Ça permet de créer du sens.
je pense qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de parler de l'art-thérapie en tant que profession. C'est dans ce sens-là que je dis que toutes ces autres pratiques, ça peut être thérapeutique, mais ce n'est pas forcément de la thérapie dans le sens où il n'y a pas forcément des objectifs qui sont énoncés avec une volonté d'aller vers quelque chose de très, très, très précis. Ce qui ne veut pas dire que ça ne faisait pas du bien. Et heureusement qu'il y a eu, juste pour parler des Nord-Américains, des Afro-Américains, le jazz est né, est né là-dedans. Hein. C'est que, de la souffrance, et puis il en est sorti. Et donc, du coup, mais pour parler de musicothérapie après, c'est autre chose, je pense. C'est vraiment aussi le côté un peu professionnalisant, parce qu'il y a un bagage académique, théorique, qu'on peut réinventer d'ailleurs, qu'on peut interroger, parce qu'il y a certaines choses qui ne nous concernent pas ou qui ne nous font pas justice à certaines personnes en fonction de leur parcours ou leur origine. Donc, parler de socle théorique, ce n'est pas dire qu'on le prend entièrement comme il est. On s'en sert comme outil, comme ressource, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'interroge pas. D'accord. Et je trouve ça intéressant ce que tu as dit de dire que quelque chose de thérapique ne relève pas forcément de la thérapie. Parce que c'est vrai que moi, encore une fois, je suis vraiment extérieur au domaine médical. C'est quelque chose que je m'y intéresse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que est-ce que du coup, quelque chose de thérapeutique, vu que ça ne relève pas de la thérapie, est-ce que c'est suffisant, si tu veux, pour quelqu'un qui est en souffrance et qui aurait peut-être besoin d'une thérapie? Est-ce que ça peut l'aider? Parce que tu as fait allusion justement au jazz, qui relève justement de la souffrance du peuple noir aux États-Unis, du blues, enfin, toutes les musiques noires en fait aux États-Unis en fait résultent en fait de ces souffrances-là. Est-ce que tu penses que tout ce qui est thérapeutique, c'est suffisant pour accompagner une personne qui est en souffrance, ou est-ce qu'il faut vraiment aussi une thérapie derrière? Alors, ce qu'il y a aussi, quand on parle de ces musiques-là, pour reprendre cet exemple-là, c'est qu'il y avait accompagnement. C'est-à-dire, ça se faisait dans une communauté. Ça se faisait au sein de la famille, au sein de l'église, donc il y avait de l'accompagnement. Il n'y avait pas que la création de quelque chose. Et c'est là où il y a la différence aujourd'hui quand on parle de thérapie, et le fait d'être accompagné est important. Ce n'est pas anodin. Encore une fois, faire son petit truc dans son coin, ça peut être superbe. Mais quand on est en grande souffrance, je pense que ce qui va faire la différence, c'est le lien thérapeutique, l'alliance thérapeutique, c'est de se lier, c'est de pouvoir faire lien et de faire sens. C'est pas l'activité en soi qui va permettre à la personne de s'en sortir. Et d'ailleurs, après, il faut voir grande souffrance, quel type de souffrance, parce que si ça va très 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 loin, encore une fois, il y a le psychiatre. C'est pas anodin. Il y a le psychologue ou le psychothérapeute clinicien. Il y a certaines personnes, et c'est absolument important, qui passent par la parole. Peut-être en premier plan, peut-être en deuxième plan, peut-être en troisième plan. Et donc, encore une fois, l'art-thérapie fait partie d'une constellation d'approches et on travaille ensemble. Il n'y a pas un plutôt que l'autre, je pense. D'accord, donc c'est vraiment un travail collaboratif en fait entre le patient et le praticien. C'est pas du tout le praticien qui impose ces trucs. Non, au contraire, non. D'autant plus que, après, il y a des postures professionnelles. Moi, je suis humaniste, rogérien, ça veut dire que je mets totalement la personne au centre. Je pars de l'idée que lui, il est expert de son parcours, il est expert de lui-même. Et moi, je sers comme un peu miroir, comme je l'aide dans ce travail de révélation ou de comment dire, d'introspection, de regard sur soi. Je lui reflète, voilà. Parce qu'on n'est pas vraiment forcément dans l'introspection, on est vraiment dans la création et donc de la production. Quand on crée, c'est pour ça que c'est compliqué de parler d'art-thérapeute ou de psychologue ou de personnes qui utilisent l'art et qui analysent ou qui interprètent. Parce que sinon, ça va trop vite sur des recettes comme, oui, bon, aujourd'hui, il a fait que du noir dans son dessin et donc, du coup, il va pas bien. Ou il va pas bien, donc c'est normal qu'il fasse que du noir. Non, il y a des personnes qui arrivent et qui se mettent à côté de leur souffrance à travers la création. C'est-à-dire que la souffrance, c'est une chose, mais c'est pas leur identité, c'est pas qui ils sont. Ils sont pas en train juste d'exprimer. Exprimer, il y a une notion il y a quelque chose à l'intérieur de nous et on va presser, on va le sortir, le faire naître.
le processus de création permet justement d'être à côté, de se rendre compte qu'on est tellement complexe et qu'il y a autre chose que la souffrance. Et parfois, on va créer quelque chose d'extraordinaire qui n'a rien à voir avec comment on se sent, entre guillemets. Donc, ce n'est pas que d'exprimer des choses qui sont enfouies quelque part en soi. On est aussi en train de produire le jeu. On est en train de jouer, donc on est dans le jeu, et puis on est dans le jeu, le I, le moi. Donc on est en train de produire quelque chose et en même temps on est en train de produire qui on est, plutôt que de juste revenir sur... donc c'est quelque part, du coup, ça peut être libérateur. Voilà. C'est ça, je pense, qui permet cette chose incroyable de se dire, ça me met en mouvement et ces mouvements-là, parfois, c'est difficile. Et c'est ça qui fait qu'on parle de thérapie, parce que c'est pas que du bien-être. C'est aussi pas mal de souffrance aussi qui émerge. Voilà. Nous, notre travail, je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse, c'est qu'on est là pour vous accompagner et vous pousser à l'intérieur de votre fenêtre de tolérance. Et c'est là où l'expérience, le raisonnement clinique, un bagage est important pour essayer de déceler quels sont les cadres, quel est le cadre de ces fenêtres de tolérance, mais quand même pousser un peu. Alors, ce qui est spécial en tant qu'art-thérapeute, et ça ressemble, ce qui fait que peut-être on se ressemble un tout petit peu aux analystes, c'est que selon le courant d'art-thérapie qui est le mien, nous sommes également des artistes, plasticiens ou musiciens. Selon le type d'art-thérapie qu'on pratique, nous avons un parcours dans cette chose-là. D'accord. Donc, on n'est pas des psychologues qui font dessiner les patients, par exemple. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait de l'art-thérapie, mais par contre, je ne savais pas ça. Je pensais plutôt que c'était des psychologues qui s'étaient reconvertis, qui s'étaient spécialisés dans ce domaine. Mais ça existe. Il y a des psychologues qui sont art-thérapeutes, mais... parce qu'il y a plusieurs courants, hein, c'est comme dans tout ça, il y a plusieurs courants. Et il y a un courant d'art-thérapie qui est beaucoup plus proche de la psychologie. Il y a un courant d'art-thérapie qui est beaucoup plus proche, peut-être, j'ai dit presque de la psychanalyse, dans la mesure où, pour devenir psychanalyste, on est passé par une analyse. Pour devenir art-thérapeute, on est passé par une pratique artistique pour comprendre les limites, pour comprendre comment le psyché se met en marche, pour comprendre la frustration, pour comprendre où la patience, la difficulté, le dialogue avec les matières, quand la matière dit non, où on peut aller. Et donc d'avoir vécu ça, ou de continuer à le vivre d'ailleurs, parce qu'on continue à pratiquer quand on est artiste, on est artiste. On est artiste à vie, peu importe la profession ensuite qu'on suit par la suite. Donc il peut y avoir un peu de tout, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des psychiatres qui pratiquent de l'art, qui sont art-thérapeutes, des psychologues qui sont art-thérapeutes, il y a des psychologues qui ne sont pas. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux personnes que je rencontre, renseignez-vous sur le parcours de la personne. C'est très important. C'est important dans la mesure où, pour trouver la congruence entre vous, pour mieux aider à la création de cette alliance thérapeutique. Renseignez-vous sur le parcours. Est-ce que la personne, par exemple, est supervisée? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de choses... Ça m'étonne toujours quand je parle à des gens et qui me disent « Ah bon, quoi ?» C'est vrai que, encore une fois, c'est vrai que toi, comme tu es du domaine, moi, je m'intéresse à ce genre de choses. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est des choses que je connais. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément. Pas forcément parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais parce que c'est juste... ils n'en ont jamais entendu parler. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que dès qu'ils ressentent le besoin en fait, de consulter en fait, quelqu'un, ils se tournent en fait vers la première personne qui leur correspond, que ce soit au niveau du lieu de domiciliation du praticien, si voilà, la personne leur ressemble aussi, parce que en tant que personne racisée, on a tendance, même si c'est pas quelque chose de négatif, pour moi c'est normal, l'être humain va vers ce qui lui ressemble le plus. Donc moi, en tant que personne lambda qui ne suis pas du domaine, j'aurais tendance à faire deux choix: trouver quelqu'un qui n'est pas trop loin de chez moi et quelqu'un qui me ressemble, du coup, qui pourra comprendre mes problématiques. Et du coup, on ne s'intéresse pas forcément au parcours du praticien, ce genre de choses, mais en tout cas, c'est une très bonne chose que tu puisses l'évoquer. Et pour revenir justement à l'art-thérapie,
qu'est-ce qu'en fait analyse l'art thérapeute? Est-ce qu'il analyse en fait le processus de création ou le résultat en fait de la création du patient? Alors, oui, alors surtout en analyse, on est témoin d'un processus. Il n'y a que la personne qui crée qui peut dire de quoi il s'agit. Moi, je peux regarder comment la personne a fait, plastiquement, comment il a choisi de rentrer en dialogue ou pas avec les matériaux et les matières, comment il a fait. Je peux lui prêter mon regard, entre guillemets, et par exemple, lui poser un certain nombre de questions sur ce qu'il voit, sur la façon dont il a composé la chose, sur ce qu'il a utilisé, sur ce qui s'est passé de ce que j'ai pu observer dans sa façon corporelle d'agir. Et donc, du coup, surtout, je vais lui témoigner de ce que j'ai vu et je vais lui poser un certain nombre de questions pour l'amener à regarder ce qu'il a fait. Voilà, c'est regarder, qu'est-ce que vous voyez? Et puis parfois, c'est juste aussi changer de perspective, c'est que faire quelque chose à 50 cm et puis reculer, tout d'un coup, la personne découvre ce qu'ils ont fait et puis voit quelque chose. Et là, il y a comme, waouh, la surprise. La chose qu'ils n'avaient pas, ils s'étaient pas attendus à ça. Ah, ça me rappelle, ah oui, ça, je n'y avais pas. Et puis ça les amène sur quelque chose qui est très intime. Et surtout, on rebondit de surprise en surprise. Et donc, du coup, ce n'est pas tout à fait de l'analyse ou de l'interprétation que je fais, c'est témoigner et de restituer, voilà, de restituer ce que j'ai vu, en proposant à la personne aussi de regarder ce qu'ils ont fait. Et après, il y a un moment de verbalisation parce qu'ils vont avoir besoin de relier ça à quelque chose, peut-être, voilà. À quelque chose de leur vie et peut-être, je pense qu'à la fin, ils ont peut-être plus de recul parce que c'est vrai que quand on est dans l'action, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des choses qui peut-être sautent aux yeux, qui sautent aux yeux en fait pour les autres. Vu qu'on le fait de façon instinctive, on s'en rend pas compte. Moi, je sais que quand j'ai eu l'occasion de faire une séance d'art-thérapie, on m'avait proposé pas mal de choses, des matériels de collage, des matières pauvres, du riz, de la peinture, de l'aquarelle, pas mal de choses. Et j'ai fait mon dessin et tout. Et l'art thérapeute qui m'a reçu, elle m'a dit un truc, c'est que ce que je trouve incroyable avec vous, c'est que je vous ai mis pas mal de choses. Je vous ai dit de vous servir de tout ça. Et vous avez juste touché à un truc et vous avez tout remis en place. Je ne vous connais pas, mais en tout cas, vous êtes très carré. Et moi, j'ai été étonnée parce que je me dis, waouh, on se connaît à peine, on n'a passé qu'1 heure ensemble, mais elle a su déceler un truc aussi profond. Donc c'est vrai qu'effectivement, oui, j'aime beaucoup le côté après le fait qu'on ait concrétisé notre création, parce que c'est là où on a suffisamment de recul en fait pour analyser et se redécouvrir en fait soi, et je trouve ça vraiment bien. Ou de découvrir des choses qu'on n'avait pas remarquées. C'est-à-dire d'identifier une émotion, parfois, c'est en voyant ce qu'on a fait, ou d'identifier une émotion parce que l'art thérapeute a dit quelque chose qui fait tilt. Qui a lâché un mot, parce qu'on travaille aussi avec ça, c'est-à-dire qu'est-ce que nous ressentons aussi des choses pendant la séance. Et donc, c'est cette empathie très, 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 très forte que d'être dans un partage aussi par ça, pas que par les mots et les paroles, mais d'être dans une coprésence. On appelle ça le attuning, un petit peu comme une mère et un enfant. Quand la mère ou un parent, mais souvent la mère qui sait sans rien dire, mais qui sait ce qu'il y a, ce qu'il faut. Donc c'est du attuning, c'est se mettre en résonance en fait. Voilà, c'est ça, se mettre en résonance. Et donc du coup, ça permet aussi d'arriver à des choses, à faire des propositions, à rebondir sur des choses qui ont été faites. Encore une fois, il y a des personnes qui travaillent très différemment selon leur parcours, selon les personnes qu'ils reçoivent, selon le cadre dans lequel ils travaillent. Est-ce qu'ils sont à l'hôpital, en CMP, en centre médico-professionnel? Est-ce qu'ils sont dans une institution? Est-ce qu'ils sont libérales? Donc, ou dans une association? Donc, et puis il y a les personnes en face. Mais qui sont ces personnes qu'on reçoit?
Et de quoi ont-ils besoin? Est-ce qu'ils sont déjà dans un parcours de soins avec médicaments? Est-ce qu'ils sont suivis par ailleurs? Est-ce qu'ils ont déjà eu un parcours qui s'est mal passé? Il y a tellement de profils, tellement de profils. Et tout à l'heure, tu parlais du fait de chercher quelqu'un à côté de chez soi et qui nous ressemble, qui nous ressemble. Ça, c'est tout un autre problématique. Là, tu vois, un sac de nœuds. C'est toute une autre histoire, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en parler tout au long du podcast. Pour en revenir justement au dessin, parce que le dessin, c'est l'un des moyens aussi que les art-thérapeutes aussi utilisent justement pour accompagner leurs patients. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient de plusieurs personnes, je dirais, tout ce qui relève du dessin, de la poterie, ça se limite à l'enfance. C'est-à-dire qu'on est enfant, on dessine, on fait de la poterie, on fait toutes ces activités manuelles. Et quand on grandit, on arrête progressivement, pour la plupart d'entre nous. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que, vu que le dessin fait partie intégrante de l'art-thérapie, est-ce que l'art-thérapie, c'est quelque chose qui se limite seulement aux enfants? Parce que du coup, les enfants, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne met pas forcément ce mot-là à la maternelle ou au centre de loisirs. On fait de la pâte à modeler, on ne nous dit pas « Oh, les enfants, vous allez faire de l'art-thérapie ». On leur dit pas ça. On leur dit vous allez faire du dessin, de la pâte à modeler, et même des fois des enfants qui sont suivis notamment par les CMP, à quoi tu as fait référence, ou par des psychologues. Souvent, les psychologues leur demandent justement de dessiner ce qu'ils ont vécu ou autre pour leur permettre justement d'extérioriser. Du coup, est-ce que tu penses que l'art-thérapie, c'est quelque chose qui se limite seulement aux enfants ou aux jeunes? Et est-ce que tu pourrais nous dire en fait en quoi l'art-thérapie est utile en fait? En quoi c'est utile? Est-ce que ça apporte de bénéfices justement aux personnes? Alors, plusieurs choses. Quand on va faire de l'art à l'école, on ne fait pas de l'art-thérapie, on fait de l'art. On va supposer que ces enfants ne sont pas en souffrance, même si on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance, mais ça n'a pas été signalé. Donc du coup, on fait de l'art, on a des cours d'art plastique et on s'amuse. À la maison, on fait du dessin, on est par terre, dans la cuisine, on s'amuse. Et c'est justement ça qui est la beauté de ce que fait l'enfant, d'être purement dans le processus de création et dans le jeu, c'est-à-dire dans le ici-maintenant. C'est ça que nous, adultes, on perd. Malheureusement, on a très peu d'occasions où on est juste dans cette espèce d'espace-là, cet espace intime avec soi-même, où on est dans un processus où on n'est pas à se soucier d'un produit, parce que c'est souvent ça aussi, le stress qui accompagne le fait de, il faut qu'on produise, on est performance-based, on est toujours dans la performance, et que ça va être jugé, et ça va être noté, et c'est très lourd tout ça. Donc, et il y a beaucoup de problématiques qui sont liées de souffrance, qui sont liées à cette injonction-là sociétale de toujours d'être dans une production pour produire, pour voir. Et donc, du coup, revenir sur ces espaces de jeu où on peut être dans un espace ludique, il y en a tellement peu quand on est adulte que se laisser aller à avoir plaisir, des plaisirs simples, le plaisir simple de se dire, là, je prends un temps pour moi, je vais dessiner, faire du modelage, empiler 3 roches et voir si ça tient, mais juste être avec moi-même et créer tout un monde. Voilà. Donc, et non seulement ça, encore une fois, pour revenir sur ce que nous vivons, les mauvaises choses, les bonnes choses, ce que nous vivons dépasse la parole. Donc, on ne peut pas toujours tout mettre en mots. Pour vivre ou revivre ou pour dénouer un certain nombre de choses, il est utile de passer par un autre média pour y avoir accès. C'est juste le cerveau est ainsi fait. C'est qu'il y a un certain nombre de choses qui s'emmagasinent dans certaines parties du cerveau, et pour y avoir accès, il faut dépasser les fonctions exécutives, qui sont les fonctions les plus modernes, là où il y a la parole, la décision et tout ça. Et donc, du coup, créer... Et d'ailleurs, les adultes le font, mais quand ils se maquillent, quand ils s'habillent, quand ils se taquinent les uns les autres, le jeu sexuel, les jeux de séduction. Mais on joue. Il y a des occasions, mais ils sont très peu.
ils sont très peu nombreux, souvent très, très, très policés. Ouais. C'est plus aussi spontané que lors de l'enfance. Donc voilà, donc oui. Donc l'art-thérapie, non, c'est pas que pour les enfants. C'est aussi très utile pour des personnes qui sont très, très, très rationnelles, qui se cachent derrière la parole, qui ont une maîtrise de la parole, et donc du coup, qui sont presque inflexibles. Donc ça permet d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès, ou plus accès. Autant que de faire des travaux avec des enfants pour leur faire vivre des choses autres que leur souffrance. D'ailleurs, parce que faire dessiner la souffrance à un enfant en art-thérapie, c'est très particulier. Moi, je ne ferais pas ça, par exemple. C'est que quand on est en train de travailler, on est en train de jouer. Et je ne vais pas demander à l'enfant ce qu'il dessine sa souffrance ou ce qu'il dessine ce qui s'est passé. Justement, l'idée de cette art-thérapie que je pratique, c'est la possibilité de détourner, de ruser, de venir par d'autres biais éventuellement sur cette souffrance, mais pas de façon frontale. Jamais de façon frontale. On est dans le jeu. Et dans le jeu, encore une fois, comme moi, c'est-à-dire se produire aussi, et de se décaler par rapport à cette souffrance, de se rendre compte que nous ne sommes pas que ça. Et que, parce que sinon, il y a aussi cette tendance à vouloir s'identifier à... Je suis bipolaire, je suis dépressive. Ouais, s'identifier sans cesse à la négativité. Je suis enfant d'un... Non, vous êtes complexe, singulier, vous pouvez créer aussi tout un monde. Donc ce qu'on fait en séance d'art-thérapie, c'est presque des exercices. C'est des exercices, presque de musculation, de l'imaginaire, des pouvoirs de création, d'exploration, de trouver des solutions. Ah, vous avez un problème plastique, ça n'arrête pas de tomber, trouvez une solution. C'est pas exactement la couleur que tu voulais, trouvez une solution. Ça colle pas, ça marche pas comme tu voulais, trouvez une solution. Et donc, mais c'est un endroit où c'est pas dangereux, entre guillemets, cette recherche de solutions. Donc en fait, tu les guides en fait pour les aider à réaliser en fait qu'on peut toujours ouvrir en fait les champs du possible, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, pour en revenir, parce qu'on évoquait justement le cas de personnes racisées tout à l'heure, tu es une praticienne racisée. Tu exerces depuis un bon bout de temps en France. Tu as exercé notamment également aux États-Unis. Et du coup, tu m'as fait part, en fait, lors de nos échanges, d'un incident en fait, qui s'est déroulé lors de la Fédération française des arts thérapeutes, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, je voulais te demander, en fait, si tu pouvais justement évoquer avec nous ce qui s'était passé. Et est-ce que toi, en tant que praticienne en fait, racisée, est-ce que toi-même, tu as été confrontée au racisme, ou est-ce que tu as assisté à ce genre de choses? Alors, ouvrons le petit sac de nœuds. C'est très compliqué, d'autant plus qu'en France, on continue à vouloir faire le colorblind, de faire semblant que. Ok. Et ça a été notamment frappant pour moi. Je venais d'arriver en France, ça faisait peut-être 1 an que j'étais en France, même pas. Et j'étais allée justement, je découvrais que ça allait être compliqué d'être orthothérapeute. Donc, ça faisait 6 mois que j'étais en France. Je suis allée à une colloque de la Fédération française des arts thérapeutes. Où là, les assises, les présentations des cas. Et il y avait une dramathérapeute qui avait présenté son travail auprès de jeunes femmes, de jeunes ados maliennes, notamment maliennes. Et elle avait fait un travail théâtral sur le masque, sauf qu'elle parlait de ces masques blancs. Et elle appelait ça le masque neutre. Alors moi, j'étais secouée parce que je me suis dit, mais un masque comme ça, sur des visages comme ça, c'est tout sauf neutre. Donc, elle était en train de travailler, le problématique étant que de travailler avec des jeunes femmes maliennes ou des ados qui avaient des troubles de comportement, entre guillemets, à l'école. Alors moi, je peux que me baser sur des études qui sortent aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai, on compte tout. C'est des bons petits comptables, mais ça le mérite aussi de savoir, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est qu'on sait très bien que les jeunes filles ou les jeunes ados noirs sont souvent accusées de tout un tas de choses, juste par leur présence. Elles ont pas de respect pour l'autorité, elles parlent trop fort, elles sont sexualisées,
et tout un tas de choses qui font qu'elles sont souvent très vite exclues. Donc du coup, je voyais ces jeunes ados maliennes fortes, certaines plus fortes que l'art thérapeute. Fortes, je parle de leur présence, leur taille. Très très foncée. Elle avait pris des photos noir et blanc, et donc du coup, ces photos avec ces maliennes, avec la masque, ça m'avait choqué. Ce qui m'a choqué, donc du coup, c'est que quand la question a été posée à la thérapeute, on s'est rendu compte, elle n'avait pas fait le travail là-dessus. J'avais envie de lui dire, mais il faut lire du Fanon, ma pauvre. Je veux dire, masque noir, parce que c'était tellement flagrant. On ne peut pas travailler sur l'estime de soi avec ces femmes, ces jeunes ados-là, parce que c'était ça, travailler sur l'estime de soi, leur place dans la société, la citoyenneté, et ne pas s'interroger sur leur aspect, leur allure, leur imposer. Donc, et puis il y a eu d'autres incidents. J'avais eu un incident à l'hôpital, je vais taire quel hôpital, avec le chef de service qui s'était monté sur ses grands chevaux à cause de mes cheveux. Oui. Ah ouais, carrément. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Ah là là, les femmes noires avec les cheveux. C'est toute une histoire. Donc, oui, c'est toute une histoire. Donc, elle me reprochait de changer de coupe, en fait. Parce que je change de couleur. Parfois je suis rousse cuivrée, parfois je suis blonde platine. Mais le problème, c'est qu'elle disait que je n'étais pas neutre. Et donc, du coup, c'était dérangeant pour les patients. Ah bon? Oui. Dérangeant pour les patients. Oui, alors que c'était des patients en ambulatoire. J'aurais peut-être réfléchi autrement sur les choses si c'était des personnes qui étaient peut-être des psychotiques, enfermées et tout ça. Mais là, c'était des personnes qui avaient l'habitude de gérer leur vie, en fait. Des personnes ambulatoires. Et elle trouvait ça étrange que, voilà, moi, de façon saisonnière, c'est vrai, c'est-à-dire à peu près 4 fois par an, je change de coupe. Voilà, de coupe et de couleur. C'est ma petite chose à moi. C'est ma façon de marquer les saisons. Je suis quand même une orthithérapeute et je suis sensible aux saisons. Mais pour cette femme-là, c'était très compliqué. Elle s'était énervée. Et puis moi, j'ai travaillé dans un très grand hôpital à New York. J'ai jamais eu de problème. Donc je vois vraiment pas pourquoi j'aurais de problème aujourd'hui. Et j'ai un petit peu ignoré. Je ne me suis pas pliée à ses exigences, mais je suis dans la mesure où je me suis dit je n'ai rien fait de mal et que c'était un petit peu excédentaire, j'estimais. J'en ai parlé avec d'autres collègues. J'ai eu notamment le soutien d'un collègue immédiat qui disait non, on va réfléchir ensemble, mais non, je pense que voilà, c'est un excès de sa part. Je trouve que c'est énorme comme excès parce que changer de coupe de cheveux 4 fois par an, je trouve que c'est pas beaucoup. Comparé à d'autres personnes qui, eux, changent de... Enfin, moi, je suis du genre à changer de coiffure toutes les 3 semaines. Enfin, je trouve ça énorme, justement, qu'on t'ait reproché, justement, de changer de coupe et que ça ait un impact sur les patients. C'est vrai que... Oui. Donc, elle me reprochait de manquer de neutralité. Je trouvais ça extraordinaire. Oui, et donc, du coup... Donc, pour revenir sur cette histoire de se donner la possibilité et les outils d'interroger les classiques et les clés de base qu'on nous fournit, comme la neutralité qui revient dans tous les textes, c'est que je suis désolée, je ne serai jamais neutre. Je ne suis pas un homme blanc de 40 ans, en blouse blanche, devant une femme... Voilà, par les personnes que je côtoie, d'autant plus que dans cet atelier-là, c'était très bigarré. Il y avait des personnes d'Afrique du Nord, il y avait des personnes... voilà. Donc, cette histoire de neutralité me pose beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est quelque chose... c'est parmi les choses auxquelles on se doit de réfléchir. Être neutre, c'est un certain nombre... Oui, c'est une posture. Avoir une posture éthique forte, c'est important. C'est ne pas séduire ses patients, par exemple, c'est normal, entre guillemets. Mais ça se faisait beaucoup, à l'époque, ça se fait encore. Oui, il y a des analystes qui... Voilà. Mais la neutralité, je pense que je ne peux pas être colorblind et je ne peux pas être gender blind, c'est-à-dire la personne en face de moi a un parcours qui a à voir avec sa place en tant qu'homme ou femme ou leur place en tant que racisé, pas racisé. Nous vivons dans des sociétés qui sont traversées par des effets de pouvoir sur ces problématiques-là, que ce soit quelqu'un d'handicapé, j'ai beaucoup travaillé avec des handicapés, que ce soit quelqu'un qui a une orientation sexuelle pas hétéronormative. Toutes ces questions-là, moi,
je peux pas rester voilà, aveugle, entre guillemets. Donc, oui, tenir une posture éthique, mais interroger quand même le bagage qu'on nous fournit. Il y a certaines choses qui peuvent pas, qui vont pas nous être utiles. Il y a des outils qu'on doit et même des médias. Par exemple, travailler sur cette histoire de cheveux, par exemple. Mais c'est en matière. On peut travailler, par exemple, en art-thérapie avec les mèches. On peut faire des créations avec des mèches, plus sur les têtes, mais comme matière. Donc, interroger les outils et les ressources, c'est aussi les interroger à travers le prisme de notre regard et de notre vécu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes qui sont racisées, qui peuvent exercer. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, en tout cas, c'est un travail, c'est un chantier de rendre visibles ces personnes-là. Tout à fait. Et c'est important que les personnes puissent avoir accès en se disant peut-être qu'il vaut mieux que... Je ne veux pas dire qu'il faut absolument, mais peut-être que parfois il vaut mieux parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mieux comprises. Aux États-Unis, la American Association of Art Therapists, ils ont maintenant dans leur charte toute une partie sur les compétences multiculturelles. C'est-à-dire qu'il est pas exigé, mais il est fortement conseillé d'avoir aussi une formation ou un parcours là-dedans pour pouvoir comprendre comment mieux accompagner certaines personnes qui viennent de certaines communautés, qui ont d'autres façons de communiquer, qui ont d'autres attentes, qui ont un autre rapport aux institutions de par leur histoire. On en est loin en France. Je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vrai qu'en France, justement, parce que ce que tu me dis, ça me rappelle en fait la première conférence, en fait, la thématique de la première conférence que j'avais co-organisée avec le Paris Afro, qui portait sur la santé mentale des femmes noires. Et justement, j'avais besoin justement de trouver des praticiennes qui étaient spécialisées dans la part que le culturel en fait joue dans la souffrance psychologique. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Des ethnologues, des anthropologues, en tout cas des psychologues qui s'interrogent sur le côté culturel et de l'impact que ça a sur le psychique des personnes. C'est très rare en France. Oui, alors, et d'autant plus que, alors, il y a tout le courant ethnopsychiatrique et la psychologie transculturelle. Et souvent, ça parle de générations, par exemple les réfugiés, les migrants. Mais on n'en est plus là en Europe. On est à 2e ou 3e génération de personnes qui sont là, qui sont biculturelles, polyglottes, mais qui ont ces marqueurs, entre guillemets, ces marqueurs-là de l'altérité. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça dans une société qui, entre guillemets, encore une fois, traversée par des... J'arrête pas de dire ça, traversée par des effets de pouvoir. C'est quoi? C'est que structurellement, par exemple, il est attendu qu'une femme noire, elle s'occupe de... Elle présente d'une certaine façon. Mais non. On n'a pas les cheveux lisses. Elles sont très bien, mes cheveux. Il faut accepter mes cheveux comme... Et si j'ai envie d'échanger tous les 3 semaines, mais ça ne devrait pas impacter le rapport que vous avez avec moi professionnellement. Hein? Mais les images partout qu'on voit de mais qu'est-ce que c'est que d'être acceptable, normal, désirable, efficace, professionnellement percutante, c'est toujours un peu les mêmes images. Et nous, on colle pas dedans. Non, c'est comme ce dont tu faisais allusion à la neutralité. Enfin, neutralité par rapport à quel prisme? Parce que d'un prisme, de notre prisme à nous, je dirais que des fois, les personnes caucasiennes ou autres ne sont pas forcément neutres parce qu'on peut les voir avec les cheveux châtains aujourd'hui, les cheveux blonds demain. Enfin, même cette idée-là de neutralité, neutralité en fonction de quoi et de qui, pour moi, ça n'a ni queue ni tête, en fait, ce propos-là. Mais en tout cas... il est important d'avoir des personnes qui soient disponibles. Et puis, donc, du coup, il faut qu'ils se forment. Hein. Moi, j'ai croisé
déjà dans la fédération où je suis cofondatrice, je suis voilà, la seule. Ça me fait rire quand je vois les photos. Donc, j'ai toujours insisté pendant nos réunions de constitution, parce que c'est difficile de parler de ces choses-là à des personnes qui... Je parlais beaucoup de la biodiversité. C'était le petit mot où je me cachais derrière un peu pour dire oui, il faut de la diversité en des termes professionnels. Parce que voilà, y a des choses qui ont du mal à passer. Et puis, parmi les art-thérapeutes, alors j'ai entendu cette semaine qu'il y aurait 2-3 comme ça, donc je suis super contente. Mais dans les colloques, par exemple, j'en ai recroisé par exemple, une. Et ce qui est curieux, et c'est ça qui est très bizarre en étant en France, c'est de découvrir ces trucs, notamment dans des lieux publics, quand on est très peu, et qu'il y en a un ou deux, et que tu as envie d'aller les regarder, les voir, et c'est yeah, OK, you're here, you made it. Et puis t'évites de regard. Quand tu croises en fait une autre personne noire en face. Oui, d'accord. Oui. Je sais pas quoi. Avec mes amis expats, on en parle régulièrement. On se dit mais what the fuck is that about? Excuse the expression. Mais c'est très étrange de se dire donc il y a des choses à travailler. Est-ce que dans leur regard, est-ce que tu sens de la peur? Est-ce que tu sens du genre t'es là toi, mais non, j'aimerais être la seule noire dans ce domaine? Enfin, est-ce que tu arrives à décrypter un peu ce regard-là? Je sais pas ce que c'est. Je me dis que peut-être ils se disent bon. Si on ne fait pas bloc, on paraît comme moins menaçant. Ah d'accord, il n'y a pas parce qu'aux States, les gens sont plus solidaires. Enfin, dès qu'ils en voient un ou deux, ils se mettent en mode on se regroupe. Pas toujours, mais il y a plus une espèce de regard bienveillant. D'accord. Genre, même si c'est juste un clin... Oui, voilà. Ah, okay. Voilà. On n'est pas invisible. Hein. Ouais. D'accord. Donc c'est important que les gens se forment, que les gens prennent ces chemins-là, qui prennent le relais. Voilà, je fais appel à la génération de derrière. Hein. C'est à vous. Il faut travailler à l'école. Il faut passer par là. On a besoin de vous. Mais de toute façon, en tout cas, pour aujourd'hui, il y a un réseau. Il y a des réseaux de psychothérapeutes cliniciens, des personnes qui sont là pour vous accueillir, pour vous suivre, pour vous accompagner, si vous avez besoin et je pense que les personnes, un des missions de ces personnes qui se côtoient aujourd'hui, ces professionnels, c'est justement de travailler sur la visibilité. C'est de montrer, oui, nous sommes là. Si vous avez besoin de nous, venez nous voir. Nous sommes là. Nous existons. Féministes, racisés, capables d'interroger le récit de hétéronormativité, c'est important de le dire, qui sont là aussi à interroger les limites autour des handicaps. Voilà. Et donc, du coup, on est là. Donc, on est là et on est dans un accueil bienveillant. D'accord. Et justement, en parlant des personnes racisées, les personnes racisées, ce sont des personnes qui ont des parcours assez difficiles dans la mesure où elles sont vulnérables, elles sont touchées par les problèmes de dépression, ce genre de choses, même si on n'en parle pas assez. Et elles ont tendance à somatiser. Et du coup, est-ce que tu pourrais justement évoquer avec nous les parcours en fait que tu as pu voir sans pour autant dévoiler l'identité des principaux concernés, mais à quel cas de figure tu as été confronté avec tes patients? Je vais donner un exemple de New York, parce que j'ai pas envie de... Oui. Je pense qu'une des choses qui est le plus frappant, c'est l'hypervigilance. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui vont dire c'est de la paranoïa. Je ne vais pas dire quelles autres, mais c'est de l'hypervigilance, c'est-à-dire d'être toujours en mode je suis en environnement hostile et je ne sais pas à qui faire confiance, à qui va m'accueillir dans ma singularité entière. Et donc, du coup, il y a toujours une espèce de se mettre en mode un peu, soit on porte des masques. Donc on fait beaucoup de switching, de shifting ou de switching, et ce qui implique beaucoup de fatigue psychique. Parce que quand on porte ces masques, on les enlève, on les remet,
Et puis, cette autre chose qui est d'être en mode, mais peut-être que, voilà, donc qui provoque beaucoup de stress, hein, d'être hyper vigilant, de faire attention Au moindre voilà, détail. mais tout. Et donc, du coup, par exemple, quand j'étais à New York, et puis on était une grande équipe quand même d'orthithérapeutes, on était peut-être 5-6. Et c'est un très grand hôpital, donc on circulait dans tous les services. Régulièrement, comme à l'époque j'étais la seule, entre guillemets, racisée, on pouvait faire appel à moi pour travailler avec des patients qui ne voulaient pas travailler avec les autres membres de l'équipe. Justement à cause de cette méfiance. Justement parce qu'ils se disaient... Parce que ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, ça c'est très typique, hein, c'est que, et j'ai dit en anglais, c'est que you don't tell anybody your business. Et tu racontes pas comme ça tes affaires à n'importe qui. Et ça c'est vraiment une injonction. Dans la communauté noire américaine, tu keep your parce qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, se retrouver en face de quelqu'un qui ne veut pas être dans un compliant, je ne sais pas comment dire en français, qui ne veut pas suivre le traitement, par exemple, ou les exercices, ou qui ne veut pas travailler pour... Les objectifs sont pour lui, mais qui ne veut pas les travailler, c'est compliqué. Parce qu'il se fait du mal. Donc, j'avais une femme... j'étais en neuroréhabilitation et il y avait une femme d'un certain âge en plus qui avait fait un AVC et elle refusait de faire les exercices qu'on lui proposait. Elle voulait travailler avec personne. Quand on a fait un AVC, une fois qu'on est stabilisé, il est très important de commencer à travailler tout de suite, parce que c'est comme ça qu'on remet le cerveau, on rebranche entre guillemets, de mettre le cerveau en marche pour essayer de récupérer le maximum de capacité. Mais elle voulait travailler avec personne. Jusqu'au jour où j'arrive, et là, elle a commencé, et ce qui est incroyable dans ces cas-là, c'est une femme des afro-caribéenne, une jamaïcaine, et souvent, ce qui est marrant avec ces personnes-là qui viennent des Caraïbes, c'est qu'ils ont tous des jardins chez eux, dehors et tout. Donc. Et là, elle était partie. Ah oui, elle m'a raconté un tas de trucs sur son jardin, comment elle faisait quand elle était petite, nanana. Et tout ça est venu. Et ce qui était important là-dedans, du fait de travailler avec moi, c'est que tout d'un coup, l'équipe l'a découvert autrement et a pu la soutenir autrement. Ah, c'est pas une petite mémé réfractaire, super désagréable, qui enquiquine tout le monde, qui va rien faire. Non. C'est une femme avec une expérience et une vie, elle a un tas de choses à raconter, mais c'est qu'on n'arrivait pas à faire l'alliance thérapeutique avec elle. On n'arrivait pas à la mettre à un endroit où elle pouvait se sentir à l'aise, d'autant plus que ce sont des femmes où il ne fallait jamais se montrer faible. Ouais, c'est vrai qu'il y a toute une injonction, un dictat du bien-être, j'imagine. Jamais se montrer faible, alors que là, elle avait quand même besoin d'aide, elle avait besoin de soutien. Elle n'avait pas de famille près d'elle. Et donc, du coup, j'étais devenue un peu comme sa petite fille. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est un cas de situation où il était important que je sois là, que quelqu'un qui lui ressemble soit là. Ok. Et en parlant justement des patients, sur quels critères tu choisis ou pas tes patients? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des cas où tu étais obligé de les réorienter vers d'autres praticiennes, et sur quels critères en fait tu te dis que voilà, tel patient je peux pas malheureusement m'en occuper, je dois l'orienter vers telle ou telle personne? Là pareil, je vais prendre un exemple très loin pour cette histoire de confidence. Pareil à New York, je me suis retrouvée bon là c'est un petit peu particulier parce que on est en équipe, donc il y avait un homme dans un service de cardiologie. J'avais énormément de mal à travailler avec lui, mais énormément de mal parce que il avait des préjugés que je n'arrivais pas à accepter. C'était un homme blanc d'une 40aine d'années qui était il était raciste simplement. Mais raciste à la limite ça va parce qu'au moins c'est clair. Mais lui il était raciste d'une façon très insidieuse. Et c'est ça qui m'a déplu. D'accord. Et donc, du coup, je suis allée voir mon superviseur et je lui ai dit, mais écoutez, moi, je ne peux pas travailler avec cette personne-là. Il faut que quelqu'un d'autre travaille avec lui. Donc, je me suis dit, je ne peux pas continuer à me sentir
ça ne me dérange pas qu'on me pique, qu'on m'attaque. Il y a des personnes qui font ça et ce n'est pas grave. On peut travailler avec ça. Mais lui, c'était quelque chose de beaucoup plus menaçant pour moi. Je me suis écoutée, je me suis dit, je préfère ne pas travailler avec cette personne-là. D'accord. Et donc, du coup, elle a pu comprendre. Sinon, là, à Paris, dans le cabinet, pour parler de ma pratique, les personnes qui présentent avec des problématiques très, très lourdes, et encore une fois, je ne travaille pas toute seule, je suis en réseau avec d'autres personnes, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des médecins, et je suis également en supervision et en intervision. Je pratique pas comme entre guillemets, comme ça, en solo. Donc, s'il y a des personnes où je me dis, ils ont besoin d'une autre prise en charge, je vais les renvoyer chez un collègue. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bagage, parce qu'en psychopathologie, pour pouvoir voir aussi, mais où sont nos limites, parce que nous avons tous des limites. Il faut les connaître, et les reconnaître et accepter, et puis mettre, entre guillemets, sa fierté. On n'est pas là, on ne sommes pas des guérisseurs. C'est pas moi qui fais la guérison, c'est la personne. Et donc la personne, pour opérer cette guérison-là, il faut qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles, dans le meilleur environnement. Et si moi je ne le présente pas ou je ne le propose pas, il vaut mieux que la personne aille voir quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une bonne façon de faire. Et justement, en parlant de limites, on a souvent tendance à nous intéresser à la santé mentale des patients, mais peu, voire jamais, à la santé mentale des praticiens ou des praticiennes. Et moi, ce que j'ai souvent constaté, c'est qu'il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, enfin, toutes les personnes qui exercent en tout cas dans tout ce qui porte à la thérapie, au mental, à un moment donné, eux aussi finissent par perdre le fil et aussi à décompenser également. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des méthodes en fait qui sont mises en place, des choses qui sont mises en place justement pour accompagner les art thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, parce que ça reste des êtres humains avant tout. C'est vrai que quand on vous voit avec les blouses blanches, on se dit ce sont nos sauveurs et tout, on le voit tout de suite. Ça a un effet un peu placebo, même si on n'a pas de thérapie tout de suite, même si on n'a pas de médicaments, on voit quelqu'un avec une blouse blanche, on se dit c'est bon, je suis sauvé. Mais sauf que la personne en face a aussi ses limites. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour vous accompagner et vous aider justement à ne pas décompenser, parce que vous restez aussi des êtres humains comme nous. Alors, je rigole un peu parce que quand tu as dit blouse blanche sauveur, je me suis dit, Et là, je me suis dit, bon, ça doit être mon côté afro-américain, parce que moi, les blouses blanches, sauveurs... C'est vrai qu'en France, c'est vrai que c'est très blouse blanche. J'ai dû... Moi, c'est la méfiance, voilà. La méfiance. On m'a transmis cette méfiance-là. Et j'ai toujours été contente quand j'étais dans les milieux... bon, ça change, par exemple, à New York. Ce qui était notre spécialité, c'est que nous, on allait sans blouse. D'accord. On avait réussi parce qu'on voulait pas être associé à cette... Au corps médical. Oui, en fait. D'accord. Okay. C'était aussi un temps de repos pour la personne, de se dire ah oui, quand même, je suis quand même autre chose que ma maladie. Ah d'accord, c'est une autre façon de voir les choses. C'est vraiment intéressant. À Sainte-Anne, pareil, on n'avait pas de blouse, donc c'était bien aussi de ne pas avoir à plus porter de blouse. Sauveur. Oui, j'ai oublié la question. Du coup, ma question, c'était, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour vous accompagner en fait, parce que vous êtes des êtres humains avant tout et ça peut aussi vous arriver de décompenser aussi, parce que vous recevez pas mal de cas qui, et étant donné que vous êtes humain, ça peut aussi vous atteindre aussi, même si vous restez pro la plupart du temps, j'imagine. Est-ce qu'il y a des structures, est-ce que vous vous réunissez à certains moments pour en parler Oui, alors toute personne qui exerce dans ces milieux-là, normalement, dans la relation d'aide, c'est une posture éthique, est accompagnée. Ils ont une supervision, ou c'est une supervision, souvent c'est quelqu'un de senior, peut-être un académique, peut-être un supérieur, hiérarchique dans une structure. Parce que quand on a des problématiques ou des problèmes, il faut pouvoir peut-être aller les dénouer avec quelqu'un qui a plus d'expérience clinique, par exemple. Donc, quand j'étais à New York, à la fin de la journée, on avait des réunions qui durent 1 heure. Quand j'étais à l'hôpital ici à Paris, pareil, j'ai pu avoir cette chance-là de travailler avec une art thérapeute polonaise extraordinaire qui connaissait cette histoire de migration, de venir de loin, d'être en fuite devant une régime avec son enfant sous le bras. Et donc, qui était une femme extraordinaire. Une rencontre, je parlerai d'une rencontre qui, pareil, on passait des heures, parfois on quittait l'hôpital, il était 10 heures, on faisait des supervisions vraiment très longues parce qu'il y avait beaucoup de choses à
à dénouer, surtout en psychiatrie, en sentimentale lourde. Donc aujourd'hui, c'est pareil, je suis en supervision, je vois quelqu'un, et puis il y a aussi des intervisions, c'est-à-dire des réunions entre pairs pour dénouer, déficeler, partager autour de la pratique, partager aussi autour de concepts et d'outils pour voir, mais est-ce que c'est bien, pas bien? Il peut y avoir aussi, et c'est ça ce qui est important pour moi, ce qui est nouveau pour moi, ce que j'ai pu, auquel j'assiste aujourd'hui, c'est des interventions entre personnes racisées. Et ça, c'est vraiment c'est un trésor, c'est un mine, parce que c'est un lieu, parce que souvent en supervision, et je ne suis pas la seule, on s'auto-censure. On est devant un senior qui a 65 ans, voilà, typique, l'homme qui a 65 ans, blanc, qui a fait son parcours, qui est Superman, quoi, entre guillemets. Il y a des choses, je ne pourrais jamais lui en parler. Ah, d'accord. Mais il y a des choses, ça ne va pas lui faire sens. Il va me prendre pour une parano. Ah ouais. Mais oui. Donc, du coup, en fait... Donc, il y a certaines choses autour de problématiques de racisés, de femmes noires ou d'hommes. C'est difficile. Donc, jamais. Et puis même, il y a aussi un côté un peu... Est-ce que je ne vais pas trahir quelque chose? Et puis, je ne peux pas lui raconter. Donc, encore méfiance. D'accord. Ah oui, c'est vrai que, encore une fois, moi, je suis vraiment une personne extérieure au domaine médical, donc on ne voit pas toutes ces choses-là. Et du coup, ça fait en fait que vous vous retrouvez en fait quelque part à vous autocensurer, comme tu l'as dit, mais du coup, vous somatisez également, c'est-à-dire que vos patients en fait, tes patients en fait qui sont racisés, somatisent et viennent te voir justement pour extérioriser en fait toute leur souffrance et voilà, guérir. Et du coup, toi, en tant que praticienne aussi racisée, tu te retrouves aussi quelque part à somatiser les problèmes que tu rencontres au travail, puisque tu ne peux pas forcément en parler à tes supérieurs hiérarchiques au sein de la supervision qui malheureusement ne sont peut-être pas, qui ne comprennent pas du coup ces réalités-là, du fait qu'elles n'appartiennent pas à cette communauté-là, et qui sont aussi fermés aussi, dans la mesure où ils ne veulent pas non plus s'intéresser à ça. Donc en fait, c'est circulaire, parce qu'il y a aussi, on peut se dire, bon, je vais quand même m'ouvrir, mais c'est là où je suis les limites. Je la reconnais, il y a une méfiance, bien sûr, il y a une méfiance. Il y a certaines personnes à qui je peux, par exemple, cette Polonaise, théoriquement pas racisée, elle passe partout. Bon, elle a un accent très, 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 très fort, donc dès qu'elle ouvre la bouche, on se rend compte qu'elle est étrangère, elle en a souffert. Mais il y a certaines personnes avec qui on peut, et d'autres pas. Donc c'est une histoire aussi de feeling. Ceci dit, ce qu'on a de super en art-thérapie, c'est que déjà on fait une auto-vision, entre guillemets. Souvent, on peut créer, et ça peut passer par la création. Donc moi, souvent, après avoir reçu quelqu'un, je vais travailler plastiquement. Et pour toi-même cette fois? D'accord. C'est une façon de processer les séances. C'est une façon de relâcher aussi un peu de tension. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle du creative supervision. C'est une façon de travailler également. C'est de faire des choses à travers le processus de création. D'accord. Qui peut nous soutenir. C'est une façon de travailler, mais cette fois pour toi, en fait, pour te reconnecter à toi-même et justement ne pas décompenser. C'est vrai que quand on emmagasine pas mal de souffrance, j'imagine qu'à la fin de la journée, on doit être... rincé. J'imagine. Rincé. Mais c'est une bonne fatigue, entre guillemets. C'est une bonne fatigue parce que je crois énormément en ce que je fais. C'est de l'ordre de la conversion. On ne vient pas à ces choses-là comme ça. C'est pas juste... Il y a certaines professions, je pense qu'on ne les choisit pas. On est choisi un peu. Il y a quelque chose comme une révélation ou une conversion. Quelque chose comme ça. C'est pas pour parler de façon religieuse ou mystique ou spirituelle, mais... on sent qu'on est animé en fait et que c'est ma mission. Voilà. Parfois c'est par son parcours parce que voilà, on a un parcours un peu qui a amené à ce qu'on s'interroge et qu'on se penche sur ce que c'est que d'avoir à souffrir, et donc du coup d'essayer de trouver des solutions. Parce que on est né d'une mère qui voulait pas de nous, parce que on a des parents qui sont culturellement incompatibles, ou parce qu'il y a du colorisme, ou parce que on est rejeté, ou parce qu'on a des parents qui sont addicts, drogués, alcooliques, parce qu'il y a de la violence domestique, parce que il y a la mère qui abandonne les enfants, parce que voilà,
voilà. Donc il y a un tas de choses qui font que on ne sait pas pourquoi on vient par ces chemins-là, mais je pense que c'est pas anodin de se retrouver en face d'un praticien de la santé mentale qui en sait beaucoup plus que juste son bagage théorique. Qui a fait un travail sur lui-même, qui a peut-être été converti, enchanté, converti, réhabilité par quelque chose qu'il a envie ensuite de transmettre. Totalement. Et justement, en parlant de santé mentale, on a souvent tendance à faire de la prévention quand il s'agit de nos corps. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire du sport, bien manger. Enfin, on essaie vraiment d'assurer en fait notre santé physique de plus en plus en fait ces temps-ci. Mais par contre, en ce qui concerne la santé mentale, souvent les gens viennent consulter, et je pense que tu as été amené, je pense, à voir ce cas de figure. Ils viennent consulter quand ils ont atteint la limite et qui sont en souffrance. Ils ne font jamais de la prévention de la santé mentale. C'est-à-dire que je vois rarement des gens consulter s'ils n'ont pas de problème. Ils consultent que vraiment quand ils sont à la limite. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes-là qui sont assez réfractaires à l'idée de consulter? Est-ce que tu penses qu'il faut seulement consulter quand on est en souffrance, ou est-ce qu'on peut consulter avant Alors, ce n'est pas les mêmes enjeux à chaque étape ou à chaque niveau. Alors, c'est vrai qu'on a tendance, mais ça c'est pour tout le corps médical, en tout cas ce que j'ai pu voir en France, c'est qu'on est encore sur ce modèle de réparer ce qui est cassé. Ouais. Ce modèle un peu mécanistique. Et donc du coup, on ne travaille pas par la prévention en France. Ça commence à changer, d'après ce que j'ai entendu dire par des médecins. On commence à travailler de plus en plus sur la prévention, c'est-à-dire en amont, et pas attendre que tout soit cassé, qu'il y ait un problème en fait. Donc c'est-à-dire bien manger, faire du sport, entretenir ses rapports dans la famille. Mais la santé mentale, c'est pareil, c'est quelque chose qui on peut l'huiler entre guillemets. Et donc ça veut dire que pas forcément tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, mais de temps en temps y revenir régulièrement. En tout cas, ce qui est important, c'est une certaine régularité, de prendre rendez-vous avec soi-même entre guillemets. Quand on prend rendez-vous avec un praticien, c'est une façon de prendre un rendez-vous avec soi-même. En fait, le praticien est là pour vous donner des pistes, déjà pour vous accueillir dans tout ce que vous êtes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça, d'autant plus que dans nos communautés ont quand même changé dans la mesure, pour parler de la communauté noire américaine, avant, quand on avait des problèmes, il y avait la famille, mais la grande famille, souvent une famille très matriarcale, parce que les hommes, donc la grande famille est très matriarcale, sinon il y avait l'église. Sinon, il y avait style le coiffeur. Barbershop. Oui, c'est vrai. On passe beaucoup d'heures. Donc, il y avait des endroits comme ça où on pouvait aller déposer quelque chose et qu'il y avait quelque chose qui circulait. Ouais. Mais de moins en moins, parce qu'il y a des choses qui se sont cassées et qui sont plus... On est de plus en plus nombrilistes, individualistes, du coup, toutes ces branches-là... Oui, la famille a changé, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'éparpillements, les gens qui sont très mobiles, qui sont de part et d'autre. Donc c'est bien de pouvoir se reposer sur une spécialiste, sur une professionnelle. D'autant plus que dans la mesure où personne n'a du temps pour quoi que ce soit, aller de déposer chez un professionnel qui prend le temps, et là il y a un désendettement, c'est-à-dire que vous ne lui devez rien, lui ne vous doit plus rien au-delà de la séance parce que vous avez dédommagé la séance. Ça vous libère quelque part de quelque chose, alors que si on commence à embarquer des amis et de la famille qui parfois ils n'ont juste pas le temps. Les gens, ils n'ont plus le temps. Des fois, c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas nous écouter, c'est juste qu'eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Ils se disent, je vais encore prendre tes problèmes. Ah non, tu vas me mettre KO. Ah oui, non, mais c'est trop. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette histoire de dette qui se crée, ce qui fait lien. Le don, le contre-don, ça fait lien dans une communauté. Mais parfois, c'est un peu trop. Ouais. Et donc, du coup, le fait de pouvoir passer par un professionnel, ça veut dire ça aussi. Et puis, on sait comment ça se passe parfois quand on passe par des amis et la famille, c'est que tout le monde est au courant. C'est ça, c'est le problème de...
C'est vrai que c'est... Oui, c'est qu'on pense avoir dit, bon, tu dis, mais écoute, Tu gardes ça pour toi, tu parles. Tout le monde répète ça. Mais tout le monde. Parce que ça faisait partie d'une façon d'opérer une cure, entre guillemets. C'est une façon d'accueillir la chose thérapeutique. C'est qu'il y avait une transparence totale. Mais parfois, on n'a plus envie de ça. C'est ça. Et puis, j'imagine que la personne à qui, par exemple, j'ai quelque chose à confier à l'autre, des fois, ce que j'ai à confier, c'est tellement lourd que, en fait, elle aussi, elle a besoin de confier ça à quelqu'un. Et ça crée une chaîne, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Exactement. Donc, consulter, c'est une façon de prendre soin de soi, de le faire avant qu'il y ait une crise. Parce qu'en plus, ici en France, crise rime très, très, très vite, très souvent avec médicaments. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Il y a des études là-dessus, sur le fait et même l'Organisation mondiale de la santé, ils pointent le doigt sur les problématiques à venir, qui sont liées au stress chronique et dépression. Et donc, après, il faut voir, encore une fois, dans quelle mesure est-ce que on appelle ça en anglais pharmaceutical industrial complex, c'est-à-dire dans quelle mesure les industries de la pharmacie, ils en profitent. Ah, totalement. On a appris il y a quelques années, quand le DSM, la Bible de la santé mentale aux États-Unis, est sorti, que les personnes qui étaient sur les commissions d'écriture étaient dans les poches de certaines boîtes pharmaceutiques, donc qui payaient des voyages, etc., etc. Okay. Donc il y a confusion et mélange donc les médicaments, c'est important d'être stabilisé s'il y a des problèmes très graves, mais parfois je me demande aussi, et je ne suis pas la seule, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas abus, parce qu'on se dit, bon, ça va plus vite. C'est vrai que ça prend du temps, une thérapie. C'est vrai, ça peut prendre jusqu'à 15. J'ai vu des personnes qui étaient en séance d'art-thérapie pendant 15 ans. 15 ans, c'est long, mais ça marche. C'est-à-dire que la personne, il se libère de quelque chose, arrive à identifier un certain nombre de choses, un mécanisme, à se mettre en marche autrement. Mais les médicaments, ça va beaucoup plus vite. Et justement, en parlant de médicaments, vu que tu as exercé beaucoup en France, moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me renseigner sur pas mal de choses, notamment tout ce qui est en rapport avec la psychologie, ce genre de choses. C'est un sujet, honnêtement, auquel je suis vraiment intéressé. Et moi, j'ai constaté une chose, c'est que en France, on oriente, quand on a des problèmes mentaux, psychologiques ou autres, qui sont saisonniers ou chroniques, on a tendance à orienter ces personnes-là directement vers un psychiatre, en sachant pertinemment que le psychiatre, lui, il transmet qu'un traitement médicamenteux la plupart du temps. Et du coup, et même dans l'inconscient collectif, se faire soigner, c'est forcément prendre des médicaments. Oui. Et du coup, est-ce que tu penses qu'ici en France, les gens sont prêts à suivre un traitement qui n'inclut pas de médicaments, juste une simple thérapie? Il faut faire de l'éducation. En fait, il faut faire de l'éducation, il faut se dégager du temps, il faut y croire aussi, parce qu'on sait que les personnes guérissent quand il y a adhérence, quand ils croient. Ouais. Il y a des études autour de ça. Mais les médicaments, c'est très compliqué de rentrer en compétition avec des médicaments. Pour nous, c'est difficile parce que déjà, le psychiatre est remboursé. Les psychologues, ça se passe autrement, et les art-thérapeutes, pas du tout, dans la mesure où on n'est même pas inscrit dans le registre des... Donc, c'est compliqué. Ceci dit, quand quelqu'un vient et qui paie de sa poche, il y a une forme d'adhérence ou d'adhésion, et là, ils font vraiment le travail. Ils savent de quoi ils savent ce qu'ils sont en train de faire comme pas. Il y a parce qu'il y a peut-être un sacrifice financier, parce qu'il y a, c'est pas anodin faire partie d'une profession qui est en dehors de la sécurité sociale. Enfin, je me dis que peut-être c'est mieux, du coup, parce que les gens, ils vont vraiment, quand ils viennent, c'est que... Ils savent pourquoi ils viennent. Ils savent pourquoi ils viennent, et puis il y a adhésion. C'est-à-dire que il y a quelque chose de volontaire, de volontarisme. Ils s'investissent autrement. Oui. D'accord. Et du coup, pour en revenir justement à ton africanité, tu es afro-américaine.
Et du coup, de par tes origines, en fait, tu es africaine, si on doit remonter plus loin. Et du coup, je voulais te demander quand et comment tu as pris conscience, en fait, de ton africanité, de toutes ces problématiques noires. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait directement au sein de la cellule familiale? Enfin, quel a été ton parcours? Ça, c'est toujours compliqué, ça. C'est par vague, hein. C'est par vague. Souvent, c'est quelqu'un d'autre qui nous fait comprendre qu'on est différent. En tout cas, dans mon cas. Mais j'ai tellement croisé des histoires comme ça où il y a une histoire que j'adore de Zora Neale Hurston. Elle raconte l'histoire d'une petite fille qui grandit avec des enfants. Sa mère est servante dans une famille de blancs. Et donc, elle grandit, elle joue avec ses enfants. Et un jour, il y a un photographe qui passe et qui prend une photo de toute la famille. Et donc, il voit les épreuves après. Et la petite fille, elle demande « Mais moi, je suis où sur la photo ?» Elle doit avoir 5-6 ans à ce moment-là quand elle raconte. Mais je suis où sur la photo? Je ne me vois pas. Et tout d'un coup, elle voit une petite fille noire avec une robe qui ressemble à la sienne. Et elle arrête pas de demander, mais moi, je ne suis pas dans la photo, j'étais là pourtant. Et on lui dit, mais c'est toi là. Elle dit, ah bon, mais non, mais je ne suis pas comme ça. Donc elle découvre tout d'un coup qu'elle est noire et pas blanche. Donc moi, c'est un peu comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui m'a fait comprendre ça en me disant un jour, quelqu'un avec qui je jouais tout le temps, parce qu'en plus, quand j'étais petite, moi, mon rêve, c'était d'être un petit garçon blanc. Ah. Blanc, je veux dire, je voulais être mon meilleur ami. Blanc, okay. J'avais pas une notion pas de notion de couleur ou quoi? Non, tu voulais juste ressembler à quelqu'un que tu aimais. Oui, voilà. Et c'est lui, un jour, qui m'a dit, je devais avoir 8 ans, il m'a dit « nigger ». Et je ne savais pas ce que c'était, mais je savais à sa façon de le dire que c'était un gros mot. C'était quelque chose de méchant. Wow. Et pourtant, mon père, il était dans ces trucs un peu Black Power et tout ça, et j'ai toujours traîné avec lui. Mais c'était pas quelque chose dont j'étais consciente. De me dire, oui, on va dans un rallye et tout, mais je me disais pas, il y avait des noirs, il y avait des blancs. Je me posais pas des questions jusqu'à ces jours-là où mon meilleur ami m'a dit ça. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Non seulement je suis différente, mais ça veut dire quelque chose. Donc j'en avais parlé avec mon père et il m'a expliqué ce que ça voulait dire. Et donc ça a été vraiment un vrai changement pour moi. Après, il y a des épisodes divers. Je pense le jour où j'ai vu mon père avoir peur d'un policier, ça m'avait fait quelque chose. C'est pareil, c'est à peu près la même époque, 7-8 ans. J'ai vu, on était en train de faire un voyage de Texas à San Antonio, Texas, à la Philadelphie dans le nord. Donc on a traversé tout le sud. Et on voyageait en voiture et la nuit, et on s'est fait arrêter par des policiers. Et j'ai vu la peur dans les yeux de mon père. Alors, le père pour une petite fille, c'est super-héros. Super-héros. Hein. Et où une fois, il avait croisé un de ses supérieurs, il avait les cheveux afro sortis comme ça, alors que normalement, il les aplatissait pour aller travailler. Ça ne se voit pas, mais quand il est coiffé. Et un jour, il a croisé son boss dans la rue, et son boss lui a fait une remarque sur ses cheveux. Et j'ai vu, mon père était pas bien. Donc, c'est dans ces moments-là, il y a plein de petites choses comme ça où je me suis dit, non seulement il y a une différence, mais c'est une différence qui est compliquée. Et puis pareil, ma mère, elle est partie. À un moment donné, elle avait du mal aussi. Moi, j'ai souvent pensé qu'elle était partie parce que j'étais trop noire. Il y avait beaucoup de raisons, mais parce qu'elle était elle était hybride, très, très, très claire de peau, très pas blanche, mais presque. Je vais dire ça comme ça, pour faire vite. De l'Amérique du Sud. Mais pareil, hybride, juive, hollandaise, Asie du Sud-Est, plein de choses. Mais oui, donc ces histoires de race, on prend conscience par vague, je pense. En tout cas, dans mon cas, c'était par vague. Mais il y a des choses qui sont très clés, qui sont liées à des sentiments négatifs, toujours la peur ou les menaces, où on se dit qu'on est différente. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du fait de beaucoup voyager et que quand j'ai revenu aux États-Unis, j'apparaissais toujours comme une étrangère dans la communauté noire. Ça passait toujours par quand je rentrais à l'école, je me prenais une raclée. Parce qu'on se disait, mais elle est qui celle-là, la petite là, avec la voix un peu étrange, parce que j'avais toujours un accent quand on revenait, parce qu'on vivait, je sais pas, en Italie, en Amérique du Sud, donc quand je parlais anglais, c'était un peu... Et puis j'étais toute petite,
j'étais pas Imposante, j'étais pas healthy comme on dit en anglais. Healthy, c'est pas thick, c'est healthy. J'étais pas healthy. Ma grand-mère me disait toujours, ma grand-mère américaine, skinny little black girl with skinny little legs. Et voilà. Donc et puis après, ça se passait très bien. Ça y est, c'était bon, c'était le baptême de feu. Donc il y avait comme bon, c'est pas tout à fait du racisme ou du colorisme ou des choses comme ça, mais plus juste voilà une étrangère qui arrive. Je pense que c'est pareil pour des personnes qui sont en France. Peut-être quand ils retournent dans le pays de leurs parents, ils sont pas forcément accueillis comme voilà les enfants du pays. Ils viennent quand même, ils ont été entre guillemets contaminés par la France. Donc il faut vérifier un peu. Donc on vérifie. Ouais, donc cette histoire de être racisé, de prendre conscience qu'il y a une longue histoire autour de ça, c'est très complexe. C'est très, très, très complexe. Il n'y a pas... Et heureusement que c'est complexe, parce qu'il y a là-dedans qu'il y a des trésors. Il y a des trésors pour créer, pour vivre, pour faire mieux que juste survivre. Ça donne aussi énormément de compassion, parce que... et il y a quelque chose qui devient, il y a une forme d'inclusivité qui existe dans ces communautés-là, qui comprennent, qui ont vécu l'exclusion. Voilà. Mais du coup, vu que tu as souvent été malheureusement décrite comme étant étrangère partout où tu es passée, du coup, avec du recul et les années passant, est-ce que tu arrives à trouver ta place quelque part? Oui, je suis terrienne. Et je dis ça, je rigole en disant ça, mais c'est vrai parce que vu la crise écologique qui nous concerne tous, on a intérêt à arrêter quand même de parler en termes de voilà, telle nation. Et il faut parler. Donc du coup, ce qui est intéressant dans un rapport, dans une communauté diasporique, c'est le fait que ça nous concerne. On se dit que voilà. C'est déjà un début de communautarisation supranationale, un petit peu comme le panafricanisme avant, hein, mais là, une nouvelle version, entre guillemets, abreuvée autrement. Ça dépend en fait qui j'ai en face de moi, à vrai dire. Blague à part, c'est que ça dépend qui j'ai en face de moi. Parfois, je suis afro-américaine. Parce que j'ai quand même un accent et donc du coup les gens me posent la question. Parfois je suis afro-européenne, surtout aux États-Unis. D'ailleurs c'est marrant parce que Maya Angelou et Angela Davis parlent de cette espèce de phénomène-là de to be somebody else's nigger. C'est-à-dire que quand on est en Europe, on est américain, donc c'est génial. C'est un noir, mais c'est un américain, donc c'est super, c'est génial. C'est vraiment super. Ah non, mais il y a des histoires autour de ça qui sont incroyables. Et quand je suis aux États-Unis, oh, you're not black like them. T'es noir, mais t'es noir d'ailleurs aussi. Donc du coup, c'est intéressant. Et il y a plein d'études autour de ça et sur le fait que la réussite, entre guillemets, ceux qui réussissent très 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 bien aux États-Unis, souvent, ce sont des Africains, des descendants ce ne sont pas forcément les Noirs de souche, je dirais ça comme ça. Les Noirs qui sont là, il y a beaucoup de personnes qui réussissent, qui sont des Noirs qui sont venus d'ailleurs, qui sont des immigrants, c'est africains, jamaïcains. Donc voilà, c'est très complexe aussi. D'être racisé, d'être noir, d'être une femme noire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais où? Et dans quel contexte? Et en face de qui? En tout cas, c'est vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que c'est vrai que pour moi qui suis né en France et qui n'ai connu que la France, qui n'ai jamais été aux États-Unis, c'est vrai que ça nous apporte en fait l'autre côté de l'iceberg. Parce que c'est vrai qu'effectivement, nous, les représentations positives qu'on avait des Noirs, c'était celles des États-Unis. The Fresh Prince of Bel-Air, Prince de Bel-Air, toutes ces séries-là, c'est ce qui ont bercé notre enfance. Du coup, c'est vrai que quand on voit un Noir américain ou un Afro-américain, tout de suite, on se dit « Waouh !» C'est comme si on accédait à une forme de Graal, en fait, entre guillemets. Ah, mais grave. grave. Parce que j'ai des amis musiciens qui ils viennent faire leur tournée en Europe et ils disent bon, heureusement que je rentre aux États-Unis parce qu'ils me reçoivent tellement comme Dieu sur terre, des musiciens de jazz, que
je reste humble en rentrant à la maison. Parce que c'est vrai. Et il y a beaucoup d'Afro-Américains qui sont expatriés en France, qui viennent vivre en France encore, parce qu'il y a une place, on a une place qui nous est réservée. C'est étrange. C'est étrange de dire ça, parce que c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste dans la mesure où il y a... Mais vous savez, parfois j'ai envie de leur crier dessus, mais you've got your own niggers. Vous avez vos propres... travaillez avec ça, travaillez avec ce que vous avez sur place au lieu de fantasmer sur ce qui se passe aux États-Unis. Parce que c'est quand même une autre histoire aussi. Ouais. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ces liens et de penser au-delà des frontières. À travers ces trucs-là qui nous relient quand même, qui nous relient dans le bien et dans le mal, entre guillemets, qui nous relient. Parce que c'est une histoire de souffrance aussi. C'est des histoires de l'esclavage, l'esclave des colonies. C'est des histoires de rapt qui nous relient quelque part. Mais n'empêche, on peut partir de ça et en faire quelque chose. Ouais, en faire quelque chose de grand et de positif. Tamara, on arrive à la fin du podcast. Et du coup, j'ai une dernière question. C'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast? Du coup, est-ce que tu as un cabinet d'art-thérapie à Paris? Si oui, où? Pour les personnes en tout cas qui seraient intéressées pour faire appel à toi. Et surtout, quel dernier mot tu dirais aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions. Non, c'est bon. Je vais tenir le cap. Alors, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que je pense, malgré le fait que j'ai un parcours très bigarré, entre guillemets, dans mes études et dans ce que j'ai pu exercer comme profession, je pense que il aurait été important, quand j'étais petite, de pouvoir voir quelqu'un comme moi, plutôt que de rêver d'être un petit garçon blanc. De pouvoir dire que y a des gens comme moi là, ça existe, super, waouh, j'ai envie de faire comme elle.